Hotep et bienvenue à la kémitosphère. Rôle et place des femmes au temps de l'Égypte pharaonique. Tel est le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce soir. Pour beaucoup d'Africains d'aujourd'hui, ce que la femme africaine a été toujours marginalisée, elle a toujours été une citoyenne de seconde classe depuis la nuit des temps. Mais à travers cette vidéo, nous allons exactement vous faire découvrir le rôle et la place des femmes au temps de l'Égypte pharaonique, et cela va changer votre perception de la femme africaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. L'Afrique ancienne a été une société matriarcale, contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui. Et aussi, de la cosmogonie africaine, Dieu est androgyne, c'est-à-dire Dieu est cet être qui a la double nature, mâle et femelle. Mais, par contre, quand vous partez dans la Bible, on vous dira que Dieu c'est d'abord masculin, et même pour avoir la femme, on a extirpé les codes de l'homme pour en faire la femme. Donc, la femme est clairement une torture qu'on a infligée à l'homme. Voilà comment la femme est décrite ou alors présentée au monde à travers la vision abrahamique, sinon de la Bible, des chrétiens. Donc, Dieu est androgyne. Il est parfois mâle et femelle, selon la société africaine. Cela implique quoi? La femme est divinisée autant que l'homme depuis les premiers temps en Afrique. La femme est considérée par la société africaine comme cet être qui incarne l'ordre, qui incarne la fidélité et aussi la stabilité. C'est-à-dire, la femme est cet être qui incarne les plus hautes valeurs morales qui soient. Et de plus, elle est la seule qui est en mesure de donner vie à l'être humain. Et de façon tout naturelle, les ancêtres ont donné le pouvoir à la femme. De ses valeurs morales, du fait qu'elle incarne l'ordre, la stabilité et la fidélité, la femme détient le pouvoir. C'est pourquoi c'est elle qui pose la couronne sur la tête du pharaon. C'est-à-dire, elle donne le pouvoir à l'homme. L'homme est un être qui a l'énergie physique. Donc, il est chargé d'exécuter le pouvoir que la femme détient. C'est pourquoi la mère du pharaon lui couronne. Ce n'est qu'après cela qu'il est considéré par la société comme le roi ou alors le pharaon. De cette même façon que la femme fait de l'homme le roi, elle a la possibilité de venir reprendre ce qui fait de l'homme le roi. Donc, la femme donne et reprend le pouvoir. Autrement dit, c'est elle qui détient le pouvoir. Parce que les pharaons, les rois en Afrique régnaient avec à leur côté leur maman et leur sœur. Ce dernier, après consultation avec les sages, ne peut pas prendre la décision finale sans prendre les avis de sa mère et de sa femme. Donc, très tôt, dans la société africaine, la femme participe pleinement et activement à la gestion des affaires politiques. C'est aussi pourquoi, depuis toujours en Afrique, on passe par soit la mère du roi pour faire passer un message, soit par sa femme, soit par sa sœur, pour que le message parvienne très vite au roi. C'est parce que la société est consciente du rôle que joue la femme pour ce qui est de la gestion des affaires politiques. Et de façon pratique, 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire quand l'Égypte était unifiée par Narmer, le pays est grand. Il faut décentraliser la gestion administrative. Et donc, Narmer a créé un poste qui est l'équivalent du poste de Premier ministre.
En égyptien ancien, ça s'appelle Tchati. Et la personne qui a occupé ce poste pour la première fois dans l'histoire de l'humanité fut une femme. Donc, l'Afrique a connu une femme comme Premier ministre. Et ce poste est créé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Entre-temps, en Grèce antique, ils étaient des États-cités qui n'étaient pas administrés de façon centralisée. Ils passaient le plus clair de leur temps à se faire la guerre. Donc, ils n'avaient pas la notion de la gestion administrative des cités. Ce n'est qu'après, quand Solon était venu en Égypte, qu'il a appris la gestion et même comment percevoir les impôts, et il est allé répliquer ça. Donc, depuis très tôt, l'Afrique a donné une place spéciale à la femme pour ce qui est de la gestion des affaires politiques. Dans la 18e dynastie, la reine Hatshepsut, la pharaon Hatshepsut, qui a aussi régné sur l'Égypte. En termes d'aujourd'hui, c'est avoir une femme à la tête des États-Unis. Or, jusqu'à présent, les États-Unis n'ont pas encore pu placer une femme. Voilà pour gérer le pays. Donc, l'Afrique avait une très longueur d'avance sur toutes les sociétés humaines. Et à l'époque, en Occident notamment, la femme blanche n'avait pas le droit de détenir des biens économiques. Elle peut initier l'agriculture, elle peut initier des affaires, mais les retombées deviennent automatiquement la possession soit de son mari, soit de son père, ou soit de son fils. Mais elle-même n'a pas le droit de posséder des biens économiques. Et elle n'a pas non plus le droit de venir discuter à la place publique. Mais qu'est-ce qui se passe dans les pères Médou en Égypte ancienne et dans le reste de l'Afrique? Par père Médou, ici, entendez par là le Parlement. Père Médou en égyptien ancien veut dire maison de la parole, c'est-à-dire là où on se regroupe pour parler. Parce que le Parlement, c'est africain. Père Médou, contrairement à ce qu'on veut vous faire dire ou alors comprendre par arbre à palabre. C'est quoi l'arbre à palabre? Nous avons commencé par les pères Médou, qui veut dire maison de la parole, c'est-à-dire là où on se rencontre pour discuter des affaires de la cité. Donc, les parlements africains étaient bicamérales, c'est-à-dire il y a les hommes et les femmes en égalité. Et à chaque fois qu'il faut prendre des grandes décisions, l'Assemblée des hommes se regroupe pour discuter et venir avec leurs choix. Les femmes aussi se rassemblent pour venir avec leurs choix. Maintenant, on confronte les deux choix et on pèse les enjeux pour ce qui est du bien-être de la cité. Et les deux arrivent à défendre leurs idées et après, on tire la meilleure proposition pour prendre la grande décision engageant la vie de la communauté. Donc, aujourd'hui, l'Afrique a vendu cela au profit de la démocratie occidentale qui, aujourd'hui, dans certains pays, ne laisse même pas 10% de place aux femmes. Je suis désolé. Et là, c'est les possibilités qu'avaient nos mamans de participer à la gestion des affaires politiques. Mais de façon sociale, en Afrique, l'enfant, par exemple, quand la femme partait en mariage, elle ne perdait pas son nom. Parce que déjà, la femme a des statuts qui sont clairement reconnus par la société et c'est indiscutable. Ça ne fait plus l'objet de débat. Et quand je parlais des femmes qui ont régné dans la gestion des affaires politiques, quand vous descendez vers le Soudan, vous avez aussi la dynastie des Kandas, c'est-à-dire la dynastie des femmes. Ces femmes ont régné pendant 100 ans, c'est-à-dire pendant un siècle. Et en aucun moment, les hommes ont exprimé une petite révolution ou rébellion. Ça ne dérange, ça ne posait aucun problème. Mais quand les Français, par exemple, ont écrit leur déclaration des droits de l'homme, il y a une femme qui, elle aussi, constatant que les femmes ne sont pas vraiment représentées à travers la déclaration de l'homme, elle a aussi écrit la déclaration des droits des femmes. Qu'est-ce qui était arrivé à cette femme? Elle était guillotinée sur la place publique à Paris. Ils ont lapidé cette femme. Personne n'en parle.
Voilà une société qui aujourd'hui vient faire des leçons de démocratie aux Africains. Et même en France, pratiquement, ce n'est qu'en 1945 que les femmes françaises avaient le droit de voter. Mais depuis la nuit des temps, les femmes africaines siégeaient déjà dans des parlements. Donc, elles participaient déjà à la gestion des affaires politiques. Que les Africains d'aujourd'hui ne se fient pas aux périodes des conquêtes coloniales pour juger l'Afrique. Nous vous invitons à aller un peu plus en arrière pour l'esclavage. C'est à partir de l'esclavage, en descendant, que vous allez découvrir votre vraie histoire et les réalités de votre civilisation. C'est pourquoi on ne vous enseigne pas cela dans des écoles. Donc, en plus de ces éléments, quand les mariages ont commencé en Occident, c'est que la femme n'avait pas encore de statut dans la société. C'est pourquoi, une fois en mariage, elle doit prendre le nom de son mari pour pouvoir exister, pour pouvoir avoir un statut et exister dans la société. C'est pourquoi quand la femme part à la mairie, elle ressort avec le nom d'un monsieur. Donc, pour l'Afrique, où la femme a clairement un statut connu, il n'est pas question qu'elle prenne le nom d'un monsieur quand elle part en mariage. Donc les femmes africaines partaient en mariage sans perdre leur nom, parce que leurs statuts juridiques sont bien connus et respectés par la société comme tels. Elles avaient les mêmes droits que les hommes. Mais en plus de cela, quand la femme donne naissance, ce que l'enfant appartient à la femme. L'enfant porte le nom de sa maman. À défaut du nom de sa maman, il ou elle peut prendre le nom de ses tantes maternelles ou alors de ses oncles maternels. C'est dans des rares cas que l'enfant porte le nom de son père. Et aussi, nous avons trouvé des pharaons avec leur nom suivi du nom de leur maman. C'est-à-dire, ils ont porté le nom de leur mère. Nous avons par exemple Ramessou, voilà, qui a porté le nom de sa maman. Donc, en Afrique ancienne, les enfants portaient le nom de leur maman. Et pour ça, allez-y, là, actuellement au Cameroun, vous allez trouver des ethnies chez qui les enfants continuent à porter le nom de leur maman. Au Gabon, vous allez trouver pareil. Au Congo RDC, vous allez aussi trouver pareil. C'est le matriarcat qui continue à faire son beau chemin. Et aussi, ce que en Occident, l'enfant appartient, parce que comme c'est le patriarcat, l'enfant appartient totalement à son père. C'est pourquoi vous verrez, sur moi par exemple, au Tchad, sur l'acte de naissance, même mon acte de naissance, il est écrit clair dessus, à remettre à celui des parents investis de la puissance paternelle. Donc l'enfant appartient à son père, c'est le patriarcat. Mais dans l'Afrique ancienne, ce n'était pas le cas de matriarcat. C'est l'oncle maternel qui a le plus de droits sur les enfants que son père biologique. Pour ce qui est de l'éducation de l'enfant, pour ce qui est de son mariage, pour ce qui est de l'initiation, c'est l'oncle maternel qui s'occupe de tout ça. Donc c'est ce que nous avons à partager au sujet des femmes. N'oubliez pas de vous abonner. Merci, au TEP et à très bientôt.